Les marques, elles ont souvent des cycles. Elles existent puis elles reviennent, elles ne meurent jamais. Et c'est vrai que sur Eleven, ça a été un peu le cas. Le focus en fait à avoir, c'est de faire sa collection, faire ce pourquoi tu es attendu, faire ce pourquoi les clients viennent chez toi, et dire à des partenaires mondiaux qui veulent travailler avec toi, voilà ce qu'on fait, on ne changera pas. Tu sais pourquoi tu viens, tu sais avec quoi tu repars et tu sais à quoi t'attendre. Rien n'est impossible. Typiquement, il voulait avoir Kate Moss en égérie, il a eu Kate Moss en égérie. Nous, on veut récompenser nos clients. On a créé notre propre crypto-actif que tu pourras utiliser pour de la gamification sur l'application, pour débloquer des projets, pour débloquer des expériences. N'oubliez pas que Life is a Joke, c'est l'ADN de la marque. Bon, salut Ilan. Salut Théo. Merci beaucoup d'être Merci avec à moi toi. aujourd'hui. Alors, on va avoir un programme assez chargé, puisque j'ai découvert avec toi juste avant le mot de refondateur, qui te caractérise assez bien, puisque tu es du coup le DG depuis 2017-16 Ouais, pratiquement ça, ouais. d'Eleven Paris, qui est une marque qui a en fait 20 ans et qui est passée par pas mal d'étapes, qui a Exactement. notamment été connue, je spoil un petit peu, mais tu nous raconteras pour à la base les t-shirts moustaches comme ça, et qui depuis a totalement changé. Et, enfin, tu parles de ton travail comme le fait de faire de la recroissance, c'est-à-dire de reconstruire quelque chose. Bon, moi, une des raisons qui m'a poussé à te contacter, c'est que tu as l'air assez au fait des nouvelles trends, enfin très friand du moins à l'écoute, et notamment tu es très fort sur TikTok. Donc ce sera évidemment une des parties du sommaire des choses qu'on va traiter aujourd'hui. Je spoile pas tout, je vais te laisser te présenter avant et on va présenter un peu Eleven. Bah écoute, merci déjà de me recevoir, c'est sympa de ta part. C'est vrai que le sujet de croissance, il est assez intéressant parce que pour nous, c'est un sujet de recroissance, comme je te le dis, donc c'est assez particulier. Les marques, elles ont souvent des cycles. Elles existent puis elles reviennent, elles ne meurent jamais, on va dire. Et c'est vrai que sur Eleven, ça a été un peu le cas. Et donc, du coup, on va pouvoir parler un petit peu des étapes sur lesquelles bah, nous, on a pu apprendre. L'idée, c'est que d'autres personnes puissent en tirer un peu d'apprentissage pour eux aussi. Voilà, donc c'est depuis 2018, pour ma part, que j'ai pris la direction générale avec le fondateur initial qui s'appelle Dan Cohen et qui m'a demandé de l'accompagner sur les aspects, on va dire, digital, nouvelle cible à aller chercher, puisqu'une marque qui a une vingtaine d'années, tu comprends que les gens grandissent et ne s'habillent plus de la même façon. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire depuis ce moment-là. Voilà. Donc c'est une marque qui, au moment où tu es arrivé, peut-être juste après du coup, enfin c'était juste avant, toi tu es arrivé juste après, avait déposé le bilan. Ouais, alors en fait c'est une marque qui est née en 2003 pour le coup, puisque cette année on va fêter les 20 ans de la marque. Elle a connu des années assez folles entre 2012 et 2016. Elle a doublé son chiffre d'affaires pendant 4 à 5 ans d'affilée. Sur des gros volumes. Sur des gros volumes, ouais, je montais jusqu'à 50 millions à peu près, avec un réseau d'une trentaine de boutiques, monde, des partenaires vraiment partout. Un fonds d'investissement est rentré quelques années plus tôt. Il y a eu le fameux produit moustache qu'on connaît pour la plupart d'entre nous, qui fait que la marque a explosé en vol. Et le fondateur initial, donc Dan, avait décidé de la reprendre avec le groupe Vogue, qui est aussi actionnaire de marques comme Bash, Livy, Mode Trotter ou d'autres marques, pour la relancer. Et donc c'est ça qui était assez incroyable, c'est que c'était pas donc une nouvelle entreprise à monter, c'était une entreprise déjà existante à relancer, avec ce qu'on imagine une page blanche au début, mais pas du tout. Moi je l'aime bien appeler, c'était une page noire complète, parce que tu n'imagines pas tout ce qu'il y a à faire. T'imagines pas tout ce qu'il y a à faire, et même si on te l'avait dit, je ne sais même pas si on y serait allé tellement c'était compliqué. Mais aujourd'hui, qu'on a réussi à remonter tout ça et à recroître de façon assez exceptionnelle pour nous, bah, on est assez content d'avoir fait tout ce travail en amont. Ouais. Et c'est quoi qui t'a chauffé dans ce projet-là? Parce que tu pars vraiment pas de zéro, c'est-à-dire que tu pars avec les antécédents des mecs qui potentiellement ont fait de la merde avant. Ouais, bah complètement. Enfin, le vrai sujet, c'est quoi? Moi, je suis ingénieur de formation, je viens de la tech. J'ai monté une première boîte dans les tech, dans l'éducation. J'ai pas de stock à ce moment-là. Je suis sur de logiciels. Donc, je sais pas ce que c'est avoir du stock. Ce qui m'a vraiment le plus chauffé, c'est qu'en réalité, je connaissais la marque depuis longtemps. J'avais travaillé en tant que job étudiant et j'avais fait pas mal de choses. Donc, j'avais un affect très particulier. Mais le sujet, c'était de me dire, je pense qu'il y a vraiment des trucs à aller hacker niveau même tech dans le retail. J'y vais. Je vais forcément trouver un truc qui va me plaire à un moment donné. Et je pense que c'est le côté challenge de l'inconnu, de remonter quelque chose qui a déjà existé. Je pense que c'est ce challenge-là qui m'a parlé en me disant, bah, il y a une aura tellement forte autour de la marque que je suis sûr qu'on est capable de faire quelque chose d'assez énorme. Mais on ne savait pas où on voulait aller. On savait pas où on voulait aller. On avait un bateau, un paquebot. Il y avait, dans ce domaine-là, il y a 3 piliers, du retail, du digital et du wholesale. Donc le retail, c'est tes propres boutiques. Donc quand tu reprends, tu dois rouvrir des boutiques complètement avec des employés, du stock,
des ordinateurs qui fonctionnent, des caisses qui fonctionnent, de l'argent qui rentre, etc. Le digital, donc on récupère un nom de domaine, elevenparis.com, il n'y a plus de site. Tu tapes Eleven Paris sur Google, il n'y a rien qui sort. Donc c'est très compliqué. Et du wholesale, donc des partenaires dans le monde entier qui attendent de revendre ta marque. Donc pour lesquels ils ont des attentes, des budgets déjà prévus et qui te disent on en est où, quand est-ce que vous allez livrer. Et tout ça avec un produit qui n'est pas le nôtre, parce que c'est un produit qui a été développé un an avant, à peu près un an, 6-8 mois avant. Et donc on y va quand même évidemment. Et là on essuie quelques complexités au départ parce que tu imagines bien voilà, que ce n'est pas une page blanche, il faut redémarrer, mais des partenaires qui nous font confiance quand même. Et puis on y va, tête baissée, et mois après mois, on relance la machine, donc on relance notre site e-commerce. Le premier millier d'euros à aller faire, alors que c'était une boîte qui faisait pas mal d'argent, mais il faut refaire de l'acquisition, il faut aller chercher des clients, il faut leur parler alors que tu leur parles sur des produits qui ne sont pas les tiens et sur lesquels tu ne crois pas beaucoup. Donc c'était assez complexe, mais avec un plan quand même, à un moment donné, de pouvoir retrouver le bon produit et parler aux bonnes personnes. Voilà. Okay. Et donc vous avez gardé le Life is a Joke, mais abandonné les moustaches. C'est passé quoi le produit moustache avait tellement cartonné qu'il avait fait son temps. Ouais. Voilà. Ça faisait partie de l'ADN de la marque. Donc tu pourras toujours en trouver à un moment donné où ça reviendra peut-être parce que c'est cyclique. Mais en tout cas, le mojo et l'ADN et la mission de la marque, c'était Life is a Joke. Donc nous, on voulait vraiment avoir ça et garder ça. Et c'était ce pourquoi les gens venaient un peu chez nous. On était une marque où on faisait pas mal de cadeaux avec. Et on apportait quelque chose d'assez particulier. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup basé sur le marketing et moins sur le produit. Donc c'est-à-dire qu'on était très fort en marketing, on lançait des gros coups marketing, des produits marketing comme la moustache. Mais après la moustache, il fallait anticiper. Ouais. Et donc du coup, il faut à chaque fois se remettre sur le ring, se remettre sur le ring, se remettre sur le ring. Donc en fait, si je comprends bien, quand tu es arrivé, tu as hérité d'une collection qui était déjà prête, parce que vous les prépariez en avance. Ouais, exactement. Et tu disais cette collection, elle n'allait pas. C'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre pourquoi est-ce qu'un produit n'est pas adapté parfois à des consommateurs quand c'est de la tech, etc. Ça veut dire quoi un produit qui n'est pas bien sur de la mode? Autour de la mode, déjà, c'était un produit qui était bon. Je pense que la boîte n'aurait pas forcément périclité en 2016. Ça faisait déjà 2-3 saisons que la marque se recherchait. Il y a eu des changements de direction générale consécutifs qui ont fait que le produit n'était pas bon, le pricing n'était pas bon et l'attente des clients n'était pas la même. Tu pouvais trouver des costumes chez Eleven Paris, tu pouvais trouver des cuirs chez Eleven Paris, tu pouvais trouver des cachemires chez Eleven Paris, des robes, des jupes, enfin tu trouvais de tout. Mais justement, tu trouvais de tout, mais tu ne savais même plus pourquoi tu y allais, quoi. Et tu voyais des beaux produits sur des gens, tu disais waouh, c'est quoi? Mais c'était du Eleven, mais tu n'avais pas de raison que ce soit du Eleven Paris. Il n'y avait pas un caractéristique particulier quand tu regardais le produit. Alors qu'en réalité, une marque, quand tu l'as construite, tu as envie de pouvoir te dire d'un coup d'œil, c'est Eleven Paris. Et donc en fait, c'est ça dont on a hérité. C'était un petit peu un mélange de plein de choses qui fait que quand on a voulu relancer la marque, on s'est retrouvé avec ces plein de choses. Et en fait, c'était aussi une erreur aussi dans le positionnement. Tu parles de croissance, qui fait que quand tu développes autour de boutiques, d'internet et de wholesale, tu as des partenaires dans le monde qui ont des attentes différentes. Au Moyen-Orient, tu ne peux pas vendre tout ce qui est sexe, alcool, cigarettes. Aux États-Unis, tu ne peux pas vendre tout ce qui est sexe, alcool, cigarettes, ça passe. Et en fait, chacun va avoir ses demandes. En fait, en fonction de leurs demandes, tu vas te dire, il faut que je contente tout le monde. Donc, tu vas rajouter, et avoir une collection qui est très large. Et au final, tu te retrouves avec une collection qui ne te correspond plus. Parce que tu vas attendre et répondre aux besoins de tout le monde. Alors que le focus, en fait, à avoir, c'est de faire sa collection, faire ce pourquoi tu es attendu, faire ce pourquoi les clients viennent chez toi, et dire à des partenaires mondiaux qui veulent travailler avec toi, voilà ce qu'on fait, on ne changera pas. Soit tu t'y trouves, soit tu t'y trouves pas. Tu t'y retrouves pas. Okay. Et donc chez Eleven, aujourd'hui, la marque, donc le Life is a Joke, ça sort du cerveau de Dan Cohen, ton associé. Ouais, Dan Cohen, exactement, le fondateur. Lui, c'est vraiment le côté artistique. Il est accompagné par Guillaume Raoul, qui depuis 10 ans nous accompagne aussi, qui est le bras armé de ce qu'il a en tête. Et qui fait qu'en fait, on garde cet esprit Life is a Joke toujours dans ce qu'on fait. Mais on a pris une décision. Donc, 2018, on a évidemment les Gilets jaunes. 2019, on a les grèves des retraites qui vont revenir, j'imagine. Ensuite, on a le Covid. Donc, on hérite de pas mal de cadeaux chaque année parce que le retail est impacté directement. Et c'est à partir de la période Covid où on prend le temps de réflexion sur ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et qu'est-ce qu'on décide stratégiquement de faire. On était en train d'essayer de maintenir un paquebot qui existait, qui était déjà en train de couler, qui avait une nouvelle renaissance entre guillemets, mais qui faisait qu'on ne s'y retrouvait pas comme on voulait. Et donc, les décisions ont été prises à cette période-là en se disant, mais en fait, ok, on veut être proche de nos clients et on veut en fait arrêter de se foutre un petit peu de leur tête comme pas mal de marques pouvaient le faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on veut reprendre la distribution complète et être en direct avec eux. Donc, ça va être sur Internet et dans nos boutiques uniquement.
Donc on arrête de faire de la distribution, on arrête de permettre à des gens d'acheter dans des boutiques à droite, à gauche du Eleven Paris. Si tu en veux, c'est chez nous ou sur Internet. Donc en faisant ça, tu reprenais la main sur la communication, sur le positionnement prix, parce que parfois les clients faisaient un peu n'importe quoi sur le positionnement des prix, et sur le fait de pouvoir te dire, si on fait des soldes à des moments donnés, on peut les assumer, si on augmente les prix, on peut les assumer, etc., etc. Donc on a décidé vraiment de tout reprendre en main à ce moment-là, et aussi dans la collection, surtout parce qu'on parlait du produit, de ne créer que ce qui marche. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu as une fameuse règle qui est la fameuse règle des 80-20. Tu as 80% qui est là pour plaire aux gens, mais 20% qui vont se vendre. Et en fait, c'est avec les 20% que tu vas faire tes 80% de chiffres. C'est un peu spécial. Mais nous, on s'est dit, on va prendre le risque, on va créer, on est très fort en t-shirt, sweat, t-shirt, etc. Et c'est ce qu'on va faire uniquement. On ne va pas créer de robe pour faire plaisir à madame, on ne va pas créer de manteau en cuir pour faire plaisir au monsieur qui va venir. Quand tu nous demanderas des pantalons en cuir ou bien, des pantalons, des manteaux en cuir ou bien des costumes, on n'en fait pas. Et tu iras ailleurs les faire. Tu viendras chez nous pour une simple bonne raison. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'urbain accessible. Tu sais pourquoi tu viens, tu sais avec quoi tu repars et tu sais à quoi t'attendre. En fait, c'est une phrase dont je me rappelle souvent de notre associé Dan Arroise de chez Bache. C'est que dès qu'il faisait une présentation de collection, en sortant de la présentation, il disait « C'est incroyable, c'est du Bache, quoi ». Limite, c'était boring à la fin de se dire c'est du Bache, mais en fait, c'est ce que tu attends d'une marque. C'est qu'à la fin de chaque saison, tu puisses te dire, en regardant, c'est du Eleven Paris. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas, nous, depuis 4 saisons là. On rentre dans la 5e, où c'est cohérent, et où en fait, tu attends à chaque fois les nouvelles saisons avec des produits dans le même état d'esprit et qui vont plaire à nos clients. Donc, nos clients reviennent pour ça. Et non pas se dire, j'ai fait un produit moustache, je suis venu une fois, mais je ne me retrouve pas dans tout le reste de la collection. D'accord. Et ça, en fait, ce qui plaît aux gens, c'est des pièces en particulier? C'est un style, c'est une construction? Ouais, je pense que nous, c'est un peu plus large que ça. On essaie de véhiculer une image, comme je te disais, qui est Life is a Joke, donc c'est un état d'esprit. Les gens adhèrent à l'état d'esprit, en général. Ils aiment ce qu'on partage un petit peu. Voilà, je t'en parlais sur les réseaux, mais sur Instagram, on a changé aussi de fusil d'épaule dans la communication. On essaye d'être très intrusif dans notre façon d'être au quotidien. On essaie de partager notre quotidien, d'être proche de la communauté qui nous suit sur Instagram, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On se cachait beaucoup derrière la marque. Et derrière le fait de se dire, on met le produit en avant, il faut que ce soit très chiadé, on ne montre pas les bureaux, on ne montre pas les directeurs, on ne montre pas ceux qui font la marque au quotidien, alors qu'en fait, c'est pour nous ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Et pareil, sur TikTok, on essaie de véhiculer une image un peu plus jeune et dans l'état d'esprit de ce qu'on veut être, donc Life is a Joke. Et donc ça se voit dans nos produits. Donc quand tu viens chez nous acheter un produit, tu sais pourquoi tu viens et tu adhères un peu à toutes les valeurs qu'on va avoir derrière. Ok. D'accord. Et comment en fait, je suis très curieux de ce truc-là parce que c'est à la fois pas mal d'intangibles autour de la marque et qui encore plus sont couplés à du design, donc à de la mode qui peut s'exprimer de plein de façons différentes. Donc là, tu as à la fois une ADN à respecter qui est donc Life is a Joke, donc tu dois avoir une traduction visuelle, mais à la fois tu dois créer de la nouveauté sur tes trucs. Comment est-ce que tu fais cohabiter les deux? Ça doit être cohérent mais nouveau. Tu vois, quand tu dis il fait du Bash, comment il fait du nouveau Bash? En fait, après c'est toujours pareil, hein, chacun a ses façons de créer, il y a des tendances, il y a des défilés, il y a de l'inspiration, il y a ce que font les autres, il y a ce que nous on aime faire, il y a des modèles qui vont s'imposer comme étant des modèles phares chez nous, donc des modèles qui vont être reconduits avec des nouvelles couleurs, avec des petites subtilités, avec des nouvelles collaborations, des choses comme ça. Et puis tu fais ce qu'on appelle des revues de collection où en fait quand tu vois les produits, tu sais tout de suite si ce produit-là est Life is a Joke ou pas. En fait à un moment donné tu reconnais. Et moi je venais pas du tout de ce milieu-là. Et c'est vrai que quand tu t'assois autour d'une revue de collection et que tu vois des produits passer, tu t'habitues à voir un produit qui est Life is a Joke, tu sais que ça c'est Eleven. Tu as un produit que tu vois dans la rue, tu te dis mais ça c'est Eleven. Parce que ça les codes. C'est impossible de mettre des mots dessus, genre c'est que c'est pas une coupe. Non, c'est complexe parce que quand tu fais de l'urbain, il y a certaines choses qui se retrouvent un petit peu partout dans le grammage des produits, dans la coupe des produits, etc., etc. On fait de l'unisexe dans beaucoup de choses. Dans 80% de la collection, c'est de l'unisexe. Par exemple, tu vois. Mais c'est vrai que pour arriver à faire du Eleven, c'est des logos qui s'imposent, il y a eu un rebranding de la marque, il y a eu, par exemple, le fait d'être Life is a Joke, c'était jamais vraiment assumé. Je te donne un exemple, Kate Moss avait été shootée en Égérie dans le passé, elle portait des cuirs et des chemises, alors qu'en fait, ils vendaient des produits à moustache, tu vois, des t-shirts à moustache. C'était pas le produit qui était mis en avant. Là, on veut mettre le produit à l'honneur. On nous a beaucoup reproché dans le passé de très marketing. Là, c'est le produit à l'honneur porté par le marketing, tu vois. C'est un peu différent. Ok, d'accord.
Alors, passons à ce chantier e-commerce. Donc, l'ADN n'était pas du tout e-commerce à l'époque, c'était vraiment que de la boutique, que du Il y retail. avait, il y avait du e-commerce. Il y avait du e-commerce, mais ça représentait sur le chiffre global moins de 10%. Ok. Voilà. Aujourd'hui, c'est 50% du coup. Aujourd'hui, Voilà. 50%. D'accord. Tu peux nous faire un peu la chronologie du chantier? Wow, ouais, très. Bah écoute, comme je t'ai dit, tu récupères un nom de domaine au départ, donc elevenparis.com, donc on peut vraiment dire qu'on est démarré de zéro. On écoute un petit peu les conseils à droite à gauche des actionnaires ou des bonnes pratiques des autres marques qui te disent voilà, il faut partir sur un PrestaShop, partir sur machin, etc. Moi, j'étais convaincu que pour lancer un truc rapidement, un Shopify ferait très bien l'affaire, tu vois. Mhm. Donc, vous êtes sur Euh, PrestaShop aujourd'hui? alors non, on l'a été au départ parce qu'on écoutait, la première année, on écoutait. On nous disait voilà ce qu'il faut faire, c'est les bonnes pratiques. Jusqu'au moment où, comme je te disais, on a repris les choses en main en se disant non, stratégiquement, voilà ce qu'on veut faire. Et évidemment, on est repassé sur Shopify avec tous les avantages que ça peut avoir et surtout pour supporter la croissance que nous, on voulait faire. C'est-à-dire que typiquement, j'ai pas besoin de me concentrer de toute la partie serveur, SLA, machin, etc. Nous, on voulait faire des bons produits, bien les shooter et les apporter sur une plateforme qui puisse délivrer à nos clients. Pareil sur la partie logistique, on est parti avec le prestataire Big Blue qui, voilà, qui a une approche très la tech au service de la logistique. C'est ça que j'ai aimé dans leur approche et c'est d'un monde d'où je viens. Donc pour moi, c'était assez facile à corréler les deux et tu vois que tu arrives à faire des combinaisons folles, quoi. Ça fonctionne bien, ça tourne bien et c'est vraiment comment la tech peut me servir à faire ce que je veux faire auprès de mes clients. On s'est donné une mission, voilà, si un produit est disponible et qu'un client le veut, il faut qu'il puisse le recevoir. Donc mon produit est à Aix, mon produit est à Lyon, mon produit est au dépôt, peu importe, s'il le veut et qu'il existe, il faut qu'il puisse le recevoir. Donc c'est ce vers quoi on tend pour qu'au moins dans l'expérience client, il n'y ait pas de fossé. Le client est prêt à comprendre, il faut juste lui expliquer les choses, il faut lui parler, il faut lui répondre rapidement, il faut avoir une relation assez proche de lui. Ils ne veulent pas parler à des automates, ils ne veulent pas parler à des SAV qui viennent te chercher toute la journée sur LinkedIn en te disant on est les meilleurs pour externaliser votre service client. Ils veulent parler avec des vrais humains qui ont mal au ventre quand il faut gérer ton problème, tu vois, la veille de Noël. On a eu là, par exemple, tu vois, excuse-moi, pour Noël, des cas de personnes qui n'ont pas été livrées à temps et qui se retrouvaient dans des galères pas possibles. Et donc, on avait nos petits livreurs qui étaient là en mode on va en boutique, on va vous les récupérer, c'est pas grave, vous nous renverrez après, mais au moins, tu peux pas rater le cadeau de Noël que tu as promis. Et si c'est pas disponible, on va te trouver un moyen pour. Voilà, je pense que c'est dans tous les axes stratégiques qu'on a pris, le fait d'être proche de nos clients, de vouloir être proche de nos clients, ça a été quelque chose qui nous a été très bénéfique parce qu'on l'a bien ressenti. D'accord. Vos canaux de croissance, du coup, à partir de ce moment-là, donc là, beaucoup sur la partie le site et qu'est-ce qu'on met dedans, les produits Leven, bien brandés, Mhm. centrés sur ce qu'est vraiment la marque. Vous avez commencé par activer des canaux classiques sur conseil peut-être des mêmes personnes. Alors, sur les canaux classiques, on savait un petit peu comment faire. On, on a recruté un responsable du digital avec qui on avait déjà pas mal bossé aussi dans le passé, qui s'appelle Judy Kael, qui avait une bonne expérience, vraiment une très bonne expérience même sur le digital en général et sur l'acquisition. Donc, ça a été un partenaire avec qui on a beaucoup travaillé nous-mêmes l'acquisition en interne. Donc voilà, que ce soit du Google, du Criteo, du Awin, du Facebook, vraiment, on a tous les leviers, testé tous les leviers. On a notre partenaire Polar aussi sur lequel on va suivre un peu tout notre retour sur investissement qu'on peut avoir sur la partie acquisition et retargeting. Après, c'est un des leviers qu'on active. Là, il va y avoir un projet de fidélisation avec un projet Web3 dont j'ai pu aussi te parler un petit peu. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour ce qui est de l'acquisition, c'est tous les leviers qu'on a voulu mettre en place et qui font que c'est géré en interne. Donc, nous, on a pris la décision de le gérer en interne, comme pas mal d'autres choses, comme la gestion des réseaux sociaux au quotidien, etc. etc. Et voilà. D'accord. Euh, alors, avant de te lancer sur le sujet TikTok, qui nous prendra un petit peu de temps, je pense, je veux juste prendre un peu de recul sur un truc dont je parlais en introduction, c'est que vous avez été précurseur sur pas mal de choses. Euh, D'où ça vient en fait ce truc-là? Parce qu'on a parlé de plein de trucs, tu vois. On a parlé, vous avez été les premiers, tu m'as dit les premiers à faire des culs de bus. Ouais, des kiosques, etc. Ouais. Bah, je pense que ça vient de l'ADN de mon associé qui, lui, est très. Et voilà, je pense que c'est un visionnaire de la communication en général et du marketing, qu'il a envie d'essayer tout et que c'est des choses sur lesquelles il s'imagine bien et qu'en fait, rien n'est impossible. Typiquement, voilà, il voulait avoir Kate Moss en Égérie, il a eu Kate Moss en Égérie et elle faisait, comme je te dis, les culs de bus de Paris et les kiosques dans Paris. Ça faisait partie des premiers kiosques. Dans l'influence, je pense qu'on a aussi été pas mal précurseurs sur pas mal de choses. Là où des marques vont se lancer maintenant, on va avoir testé des choses il y a 2 ans. On aura tiré des enseignements ça beaucoup plus tôt et ça nous permet de tester des choses encore plus tôt. Et je pense aussi que c'est une logique de. Je sais un mot qui est très ringard, mais
c'est une question d'agilité. Il y a des boîtes qui sont très processées où tu peux pas lancer de trucs en interne parce qu'il faut que ça passe par la direction de la com, du marketing, du machin. Bah, nous, on veut lancer, le lendemain, ça peut être testé. Parce qu'on est tous d'accord autour de la table et qu'on n'a pas besoin d'avoir de validation de qui que ce soit, puisqu'on est les premiers à vouloir tester rapidement et non pas dire on va voir si ça rentre dans tel budget, telle bagarre et chez qui on va le prendre. Comme j'ai pu le voir avec d'autres marques, quoi. Et du coup, dans l'ère, depuis l'ère Ilan, donc après, à partir de 2017, c'est quoi les trucs sur lesquels vous avez été précurseur? Précurseur, je vais te dire les trucs sur lesquels on a été mauvais, ça je vais très, très bien te le dire. C'était le fait de se dire on veut maintenir quelque chose qui existe, comme je te disais, avec un Instagram sur lequel il fallait faire ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire poster régulièrement, avoir un feed très chiadé, des stories, monter comme tout le monde le fait, etc., etc. Donc on avait un graphiste qui travaillait à monter toute la journée des stories pour notre contenu Instagram. Et de l'autre côté, on avait une personne qui devait s'assurer qu'elle répondait aux messages, machin, etc. Donc on avait une équipe qui travaillait sur un produit qui prenait pas tellement, quoi. C'était, je t'ai dit, à peu près en 4-5 ans, 20 000 abonnés en plus. Mais en fait, on se rendait aussi compte d'un truc, c'est que c'était un compte qui avait été monté dans le passé. Donc forcément, des gens qui nous suivent, mais qui sont plus forcément nos clients. Donc on s'est même posé la question de est-ce qu'on n'écrase pas tout, est-ce qu'on démarre pas à zéro, parce que c'est pas vraiment nos followers, etc., etc. Et donc on s'est dit, écoute, moi je pense que sur Instagram, on veut être proche de nos clients. Donc on va essayer de l'être. On va partager du contenu au quotidien. On avait même un récap de la semaine, ce qui se passait chaque dimanche chez nous, pour leur dire voilà ce qu'on a fait cette semaine. Et là, on a été, je pense, très précurseur. C'est sur le côté TikTok, où en fait, on a eu beaucoup d'agences qui sont venues nous voir en nous disant on est les meilleurs, voilà comment il faut faire, etc., etc. Et en fait, ça ne nous correspondait pas beaucoup parce qu'ils ne mettaient pas forcément l'état d'esprit en avant, ils mettaient plus le côté marque en avant. Vous devez être la première marque, vous devez être tout ça. Nous, ce qu'on avait un peu en tête, c'était le fait de créer une sorte de média autour de l'ADN de la marque Life is a Joke. Et c'est ce qu'on a lancé janvier dernier. Salut, c'est Théo. J'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entracte parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail il est simple, j'aide les marques à grossir sur internet. Pour ça, j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités. Kudak pour le growth e-commerce, le labo pour les créas e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn et 916e pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner, ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois là, tu t'abonnes pas hein? Moi je m'en fous, je peux attendre longtemps, je suis dans mon canapé. J'attends. A few moments later. C'est bon? Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti. Okay. Alors là, donc c'est janvier 2022, je rappelle pour nos auditeurs. Aujourd'hui, vous avez 300 000 abonnés. Ouais, cette semaine. Ouais, ça tombe bien. Et félicitations. Donc tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez abordé sur tes TikTok? Écoute, déjà, ça a été, comme je t'ai dit, une décision de le faire en interne. Il y a eu une volonté de tout de suite mettre un responsable à ce poste-là. Et non pas dire on va le passer à une petite personne ou stagiaire ou autre qui veut le pousser. On s'est dit, il y a bien des social media managers ou autres. Je pense qu'il faut un TikTok manager parce que ça va être un travail de plein temps. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste on va poster, ça a été de processer toute une organisation autour de ça. Et c'est quel genre de profil là, le TikTok manager? Enfin, la TikTok manager. En réalité, comme c'est des nouveaux postes, et c'est pour ça que c'est un peu drôle aujourd'hui, c'est que je crois que quand on s'était dit en interne, donc la première personne qui était avec nous, c'est une personne qui s'appelle Anna. Quand on lui a dit tu vas être TikTok manager, je crois que le poste, ça n'existait même pas, quoi. C'était à peine le cas, tu allais sur des fashion jobs ou des choses comme ça, je ne voyais pas le nom de TikTok manager. Donc on lui a dit on va décrire ta fiche de poste ensemble. Ton but, ça va être de délivrer, chiner, machin, etc. Mais il y a du gros travail. Mais il faut que tu sois focus que là-dessus. C'est-à-dire que ton sujet, c'est pas Instagram, c'est TikTok. Ok. Et donc, c'était quoi, tu peux me dire, cette fiche de poste? En gros, là, aujourd'hui, elle se coupe de quoi? Aujourd'hui, alors, c'est un peu la recette de comment ça fonctionne, tu vois. Ça veut pas dire que je vais pas te la dire. Mais c'est plus large que ce que j'ai en tête. Même moi, ça me dépasse. Mais c'est vraiment déjà une organisation très serrée. C'est un contenu. Aujourd'hui, c'est une personne qui s'appelle Bettina qui s'en occupe et qui fait vraiment un très, très joli travail. C'est s'assurer, déjà, nous, on poste très régulièrement. Ça peut être 2-3 fois par jour. Donc en termes de création de contenu, je pense que tu sais de quoi on parle, c'est quelque chose d'assez chargé. Et c'est surtout à chaque fois des idées de faire soit reprendre des trends et se les approprier en tant que marque, toujours avec l'ADN Life is a Joke, soit aller à la rencontre de nos clients, soit contenter nos clients, leur faire plaisir dans la rue. Il y a pas mal de micro-trottoirs. En fait, ce qu'on a voulu vraiment faire, nous, c'est véhiculer du Life is a Joke à travers le compte TikTok d'Eleven Paris. Et non pas mettre en avant du produit, des essais en boutique, des choses comme ça. Tu trouveras jamais ça sur notre compte. On va dans la rue, on lance des micro-trottoirs,
On a même fait des choses avec des magiciens. On a même fait... Le but vraiment, c'est de véhiculer quelque chose que les gens ont envie de regarder tous les jours, tout en mettant Eleven Paris en fond. Ok, d'accord. Donc c'est de l'idéation jusqu'à la réalisation. Est-ce que c'est Ouais. pas une personne dont vous avez dit je veux que ça soit la face de mon compte TikTok? Non, pas du tout. Alors, ça peut être le cas, c'est-à-dire que de temps en temps, elle va partager. Tu poses une bonne question parce que sur Instagram, à un moment donné, on travaille avec une influenceuse. On s'est dit, bah voilà, c'est plus facile en tant qu'influenceuse de pouvoir parler avec des gens, etc., etc. C'est un parti pris. Nous, c'est pas le cas. Nous, vraiment, elle a un rôle qui est très organisationnel, de s'assurer d'avoir trouvé les bonnes personnes pour être nos créateurs de contenu. Donc, on a pas mal de créateurs de contenu. De s'assurer que les montages soient faits en temps et en heure, de s'assurer que toute l'organisation autour de chaque vidéo est prête, mise en place, la présence des personnes, les horaires, c'est vraiment assez soutenu. D'avoir, comme on se le disait tout à l'heure, mais les vidéos d'avance parce qu'on sait qu'il en faut. Sur les moments clés, d'être présent, sur les trends, d'être présent. Donc c'est vraiment du quotidien. Et oui, Bettina, soirée week-end aussi, je sais. Voilà. Mais c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est assez incroyable. On prédit une croissance, c'est prédictif, quoi. On était assis au bureau il y a 2-3 semaines et on se disait, bon, quand on va atteindre les 300 000, voilà ce qui va se passer. Et ça, comment ça se fait? Je pense que c'est une question de rigueur déjà. Une question de rigueur, comme je te dis, on fait 2-3 millions de vues par semaine sur TikTok. Et voilà, moi, j'ai toujours cette image. J'avais rencontré un des fondateurs de ex-vente privée VP qui nous disait, voilà, nous, tous les jours, on a X centaines de milliers de personnes qui viennent se connecter. Tu prends un Stade de France, tu en mets 10 à côté, ça fait tout ce monde-là, tu vois. Et quand tu te dis, je touche potentiellement X millions de personnes par semaine, c'est des personnes qui voient ton contenu, quoi. Et arriver à voir ton contenu, il faut qu'il soit quali. Deux, pour assurer chaque semaine un tel reach, il faut qu'il soit non pas redondant, mais qu'il vienne chercher un petit peu de nouveauté. Donc je pense que ça tourne, notre boîte, elle tourne vraiment autour de ça. Je te l'ai dit, on a même lancé une TikTok House à un moment donné pour que nos créateurs de contenu ils se retrouvent autour d'un endroit commun et qu'on vienne. Ouais, Life is a Joke, c'est rire autour de ça, quoi. Et faire des choses un peu drôles autour de ça, quoi. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'une TikTok House? C'était un espace parisien, on avait 100 mètres carrés avec voilà, nos canapes, nos machins, nos trucs où ils venaient un petit peu rigoler dans un branding Eleven Paris parce que c'était toujours dans l'inconscient en fond de ce qu'on voulait avoir et où tous les projets qu'on pouvait avoir à l'extérieur, on pouvait aussi en avoir à l'intérieur. Donc ça passait de concours, de jeux, on a même tourné une série dans un... Je ne sais pas si tu as vu la série Les 50 où on en a parlé, c'est des influenceurs qui ont été là-bas de télé-réalité. Donc, ça a été une télé-réalité sur W9 ou TMC, je crois, qui a été pas mal suivie. Donc il y avait 50 influenceurs qui ont fait les plus grandes émissions de télé-réalité, qui se retrouvaient dans un château pendant je ne sais plus combien de jours, semaines, et ils faisaient des activités là-bas. Et donc nous, on avait tourné dans ce château un mois ou deux avant que ça sorte. Au hasard total? Au hasard total, parce qu'on connaissait le mec qui avait le château, mais qu'aucun rapport, enfin je pensais même pas qu'il allait le faire, on s'en était même pas parlé. On lui a dit, on voudrait monter une mini-série sur place, chez toi, avec TikTok, avec des créateurs de contenu assez connus, des TikTokers assez connus, qui ont des histoires entre eux, qui rigolent, où il y aura des activités sur place, machin, etc. Et ils ont fait ça pendant 3-4 jours. Et c'était très drôle, c'était monté chaque jour avec son petit truc. Je pense que les gens attendaient un côté... on était en mesure de le faire. On vend du prêt-à-porter, mais on vend un état d'esprit. Et donc on vend vraiment l'état d'esprit. C'est quelque chose qu'on se fixe, c'est de l'urbain accessible, mais ça doit être Life is a Joke. Et donc dans toute la communication, tu vois, nos emails, dès qu'on a des emails un peu tendus de partenaires ou autres sur des paiements, des machins, peu importe, n'oubliez pas que Life is a Joke, c'est l'ADN de la marque. Donc que ce soit avec moi qui est censé être le mec sérieux de la boîte ou avec mon associé qui est lui le plus permissif dans ce qu'il va faire, voilà, faut que ça fonctionne comme ça. D'accord. Et donc c'est incroyable. En fait, quand tu dis 2 à 3 millions de vues par semaine, c'est quelque chose que tu es capable quasiment de prédire, genre, c'est parce qu'il y a de là. Non, prédire non. Ce que je peux prédire, c'est que le nombre d'abonnés croît entre guillemets, et pour passer de 250 à 300. Là aujourd'hui, de te dire on va passer à 400, je prédis rien du tout. Je suis pas Madame Irma et je sais pas comment ça va se faire. Je pense qu'on y arrivera parce que on est, comme je te dis, régulier et qu'on arrive à être les trends. En fait, je pense que c'est beaucoup de réactivité. C'est beaucoup de réactivité. Il y a des trends qui sortent et on doit être présent sur toutes ces trends-là. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de veille qui est colossal, et qui n'est pas fait uniquement par le TikTok Manager, qui est par plusieurs personnes de l'équipe, qui l'informent de ce qui se passe, de ce qu'on doit faire, des créateurs de contenu qui sont eux-mêmes informés par les dernières trends et sur lesquels nous on doit être positionnés, etc. etc. Okay.
Et tu dis créateur de contenu, vous avez genre un pool de personnes avec lesquelles Ouais, vous bossez bien sûr. qui bien vous sûr. alimentent en contenu pour votre page. Ouais, qui nous alimentent, mais qui surtout vont suivre des cahiers des charges de ce qu'on va leur demander. Alors, je pense que c'est plus. Il y a des marques qui travaillent avec des créateurs de contenu en leur disant voilà, on va vous envoyer des produits, mettez-les et envoyez-nous une vidéo. Nous, c'est pas du tout ça. C'est plus en fait des TikTokers qui sont pas des influenceurs. Pour moi, les TikTokers, c'est un petit peu différent. Qui sont des TikTokers qui font partie de notre équipe. Donc, on a une équipe de TikTokers avec qui on travaille régulièrement et qui nous font part des dernières trends. On échange avec eux dessus. On imagine comment on pourrait les mettre en place. On a des choses qui reviennent aussi un petit peu régulièrement sur nos comptes. Il n'y a pas longtemps, on les mettait devant la boutique. On leur disait vous avez 30 secondes, vous prenez ce que vous voulez dans la boutique et vous sortez quoi. Et là, tu rigoles parce que tu vois le mec qui se presse pas ou tu vois la meuf qui hurle et qui sait même plus quoi prendre. Et voilà, donc tu veux véhiculer un petit peu autre chose que on peut se permettre des choses. Il y a vraiment des directions artistiques dans des marques qui se permettent pas tout ça parce qu'ils n'aiment pas descendre dans la rue. Nous, on a clairement décidé de descendre dans la rue. D'accord. Donc en fait, votre compte est principalement alimenté par ce pool de créateurs que vous avez. Il y a combien de personnes à peu près dedans? Bon, ça tourne, mais on va dire une dizaine. Ok, ouais, d'accord. C'est quand même 10 personnes avec lesquelles vous échangez. Ils sont quasiment dans la boîte. Alors quasiment ouais. On en voit régulièrement quelques-uns passer au bureau, mais c'est en tout cas la TikTok Manager, elle a un contact chaque semaine avec eux. Ouais. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'ils t'alimentent aussi en idées de contenu eux-mêmes. Ah bah en fait, l'idée c'est que on leur dit clairement, eux ça leur donne une exposition aussi, parce qu'on ne cherche pas des gens qui ont des millions d'abonnés ou autres. Hein. Ces gens-là, ils veulent essayer de se vendre, ils veulent essayer de placer, c'est pas ça. C'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que tu as quand même aujourd'hui la possibilité d'avoir 2-3 millions de vues par semaine sur des vidéos, donc te mettre toi aussi en avant en tant que créateur de contenu, donc tu as tout intérêt, c'est win-win en fait. C'est win-win, tu as tout intérêt à nous donner les bonnes trends, on a tout intérêt à partager avec toi les bonnes trends aussi, et à réfléchir, c'est-à-dire que même s'il y a une bonne trend qui est faite, il faut certains pouvoirs, tu vois. Il y a des gens qui passent pas bien dans la caméra, il y a des gens qui, niveau journalistique, ils s'en sortent bien, pas bien. Il y a des gens, donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et parfois tu as des super surprises. Tu vois, il y a des gens en stage qui rentrent chez toi, parfois, juste pour t'aider un peu en back-office, mais en fait, tu te rends compte que dans la caméra, c'est incroyable. Et donc, du coup, ils deviennent indispensables. Et donc, du coup, bah, ils passent de petits stages à, en fait, maintenant, tu viens avec nous, créateur de contenu. Donc, pas de limitation, quoi. D'accord. Et donc, vous amplifiez tout ce contenu avec de la pub aussi? Ouais, alors sur TikTok, il y a un petit peu de pub qui tourne, mais pas grand-chose. Vraiment, c'est très, très peu. En tout cas, c'est quelque chose que je vois pas passer, donc je peux te dire que c'est pas grand-chose. C'est de la mini Voilà, dépense. c'est de la mini-dépense, voilà, je le vois pas passer. C'est clairement pas ce qu'on fait en termes Enfin, ça n'a rien à voir avec de l'acquisition classique qu'on va faire sur les business managers, Facebook, Insta ou autre. Ça alimente quelque chose pour nous mettre un petit peu en avant, mais vraiment sans plus. Ok. D'accord. Et du coup, ça pose un peu la complexité de comment est-ce que tu pilotes à la fois l'effort humain, donc les personnes que tu embauches pour bosser sur ce projet TikTok. Genre aujourd'hui, tu te dis ça marche, pourquoi je ne prendrais pas 4 fois plus de personnes? Comment tu pilotes? Parce que le ROI n'est pas évident. Ouais, le ROI n'est pas évident. Ce qu'on se dit juste, c'est qu'on nous, on a la chance d'avoir des points de vente physiques. Donc en fait, quand on lance des opérations type TikTok et qu'on veut des opérations physiques, bah, on arrive un peu à le mesurer. Je te prenais l'exemple de... Enfin, j'ai mis l'exemple, mais je peux te prendre l'exemple de... On a fait une recherche d'œufs pour Pâques dans nos boutiques. On a donné rendez-vous à tous nos clients en leur disant on va mettre dans des produits, soit sur des portants, soit dans des placards, des œufs. Si vous les trouvez, vous gagnez un truc. Et il y a eu la queue devant les boutiques. Donc en fait, on a parlé, ils sont venus, ça a répondu. Et pour un TikTok qui devient viral ou qui fait juste des vues normales genre... Non, ça devient, après ça dépend, hein, des TikTok qui deviennent virales. Parfois, en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tu ne sais pas pourquoi. Il y a des TikTok, toi tu le sais mieux que personne. Il y a des vidéos, tu te dis celle-là, elle n'a rien de particulier et pourquoi elle monte autant? Mais il y en a où on a eu beaucoup d'espoir qui ne montent pas non plus autant. Là, on ne peut rien prédire. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est sur une vidéo, tu t'annonces un challenge de Pâques. Est-ce que tu fais 5000 vues, tu as la queue devant ta boutique, ou alors c'est quand même un truc parce que... Non, ouais, c'est quand même un truc où tu vois. Non, c'est quand même un truc où tu vois qu'il y a du monde qui est venu et qui l'a vu. Après, comme tu parles de ROI, pour le mesurer, c'est compliqué. Ouais. Tu fais une vidéo avec 200-300 000 personnes, tu te dis, OK, si je lance une opération commerciale ou un truc, qu'est-ce qu'ils vont venir? Mais je pense aussi que c'est ce qui fait que ça fonctionne. On n'est pas trop dans le commercial. C'est pas l'endroit où le faire. Tu vois, on ne dépense pas pour te dire, j'ai dépensé 1000, donc j'ai fait tant de chiffre d'affaires. C'est pas le cas. Mais par contre, tu sais et tu le vois que ton digital augmente. 2022 versus 2021, on fait 39% de plus sur le digital. Ça ne vient pas de nulle part. Tu as en face de ça un TikTok qui est passé de 0 à 300 000. C'est lié. Maintenant, de là de sortir une data exacte de combien ça m'a ramené, c'est quasiment impossible. Mais ça y va participer. Dans les boutiques, pareil. On est sur 20% versus l'année dernière.
forcément, ça y participe parce que quand on incentive à venir jouer, parce que c'est souvent des jeux, des concours, des points de contact, etc., ça répond présent. Ouais. Et je suis aussi assez convaincu que c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est parce que c'est justement difficilement quantifiable et que ça rebute toute une partie des head of growth, etc. Ouais, mais du coup, en fait, c'est un peu compliqué parce que les gens du monde traditionnel, ils comprennent pas. Ils disent non, mais attends, ils font n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils font et c'est pas quantifiable. Et en fait, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont très comme ça. Et je suis censé être le mec analytique, etc., à m'en occuper, mais en réalité, c'est un ressenti et tu le vois. Si on le voyait pas, oui, tu peux te planter, mais c'est un ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, tu dois être la première marque sur TikTok. Ok, mais dans quel but? Parce que c'était les premières questions qu'on pouvait se poser. Nous, c'était un nouveau réseau qui sortait. On sait que sur Facebook, Instagram, c'est dans un but souvent de transformer des clients ou bien de travailler la rétention, etc. Mais être la première boutique sur TikTok, si c'est pas... je vais donner un exemple de ROI, par exemple. TikTok, c'est très jeune, on le sait. Notre cible s'est rajeunie. Notre cible ne sait même pas qu'on est à l'origine de la moustache. On a fait une vidéo sur TikTok avec un produit moustache et les gens ne savent même pas que c'est nous en commentaire. Quoi, c'est vous qui avez fait ça, etc. Parce que la cible est très jeune, elle fait 13-25 aujourd'hui. Et c'est la cible de TikTok, en parallèle de ça. Et on vend beaucoup plus de petites tailles. Tu vois? Donc ça, c'est quantifiable. Ça, c'est quelque chose qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. On vend beaucoup plus de XS et de double XS. Tu vois? Et on a créé cette taille-là, par exemple. On n'avait pas de double XS à l'époque. Là, il y a du double XS qui arrive. Donc c'est pour te donner un premier élément pour les gens qui aiment quantifier les choses, mais qui font que ça se voit quand même dans le business. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, genre en 2023, du coup l'année qui s'ouvre là, toi tu vas devoir piloter une équipe qui va devoir générer de la croissance à la fois en ligne et en physique. Tu vas lui dire de mettre le focus sur quoi? Déjà, on accélère. C'est toujours plus simple, voilà. C'est classique, mais c'est toujours plus simple d'accélérer en descente. Donc là, comme ça fonctionne bien TikTok, forcément, on va maintenir le cap et surtout ne pas lâcher prise parce que c'est quelque chose qui doit suivre au quotidien. Et en fait, c'est vrai que tout le monde essaye de tourner autour de ça. On a fait alors, on parlait de TikTok House tout à l'heure, mais on a essayé de mettre aussi en place, ça n'a pas bien marché ça, ça fait partie de l'apprentissage. Dans nos cabines, on a mis en place des red lights, tu peux poser ton téléphone et lancer un TikTok. Et si ta vidéo est vue X fois, alors tu pourras... Alors, il y a plein de raisons qui font que ça n'a pas trop bien marché parce que les efforts commerciaux à mettre en place pour les responsables, pour les vendeurs, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Enfin, c'était pas mal de choses à revoir. Mais on a voulu aussi dans les boutiques, par exemple, mettre en avant le fait que TikTok marchait et qu'il y avait une petite touche TikTok dans les boutiques. Donc maintenant, on a refait des travaux dans toutes les boutiques. Il y a toujours un espace où tu peux poser ton téléphone devant une red light avec toujours Eleven en fond et où tu peux te prendre selon une certaine trend, etc. etc. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on va vouloir reprendre cette année pour garder toujours ce lien entre le physique et le digital parce qu'on est convaincu que les points de vente physiques ne sont que des relais pour le digital aussi. Ouvrir d'autres boutiques. Donc pareil, là, il y a des objectifs d'ouverture en France 3 à 4 cette année en plus. Et sur le digital, maintenir les efforts qui ont été mis et commencer à passer un peu plus à l'internationalisation. Ok. Il y a un sujet que tu m'as teasé juste avant sur lequel j'ai absolument pas rebondi, c'est que tu parlais de Web3. Ouais. Alors, j'ai reçu 60 invités dans ce format des broutilles e-commerce, il n'y en a aucun qui m'a parlé de Web3. Comment est-ce que ça... Est-ce que... je vais même pas en fait t'orienter, j'allais te dire comment est-ce que ça peut être un levier de croissance, ça se trouve c'est pas du tout pour ça que tu l'as fait. Pourquoi? Alors, déjà, c'est drôle parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Alors, je vais te donner une réponse très, très claire. Ça va participer forcément à la croissance et je vais t'expliquer comment. Je t'ai expliqué au départ que moi, j'ai rejoint Eleven Paris avec un background tech et que du coup, j'attendais de trouver un projet dans lequel je me disais, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose à venir hacker, quelque chose à venir travailler, etc. Moi, ça fait 5 ans maintenant que j'ai pas eu de programme de fidélité à mettre en place. J'y ai jamais vraiment cru à ce qu'on m'a présenté. À chaque fois, on me disait, c'est une dépense pour toi, ça va te coûter tant, mais tu sais pas si vraiment tes clients vont venir, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et à chaque fois, les commerciaux en face avaient ce discours de me dire, mais t'inquiète pas, tu vas offrir par exemple des points à tes clients, mais après 6 mois ou 1 an, ils les perdront s'ils les utilisent pas. Et en fait, et c'est un peu ce qui se passe dans pas mal de programmes de fidélité classiques aujourd'hui. Tu vas à la Fnac, au bout d'X temps, tu ne l'utilises pas, c'est fini. Tu as des miles sur une compagnie aérienne, tu ne l'utilises pas, c'est fini. Et en fait, tu es en train de te dire que le programme de fidélité, de la façon dont il est monté, soit d'un côté, la marque va être gagnante, soit d'un côté, le client va être gagnant. Donc, soit toi, en tant que client, tu vas utiliser tes points, ça va te faire une remise sur tes prochains achats, et tu vas être content, mais c'est la marque qui va perdre parce qu'elle a fait une remise. Soit tu ne vas pas les utiliser, et la marque est contente parce que tu n'auras pas eu cette remise.
Et donc, en fait, tu as une sorte de désalignement des intérêts qui est fait dans le programme de fidélité. Et tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas très bien. Et donc, en fait, on s'est posé la question vraiment de se dire, on a vu le Web3 arriver, donc les collections de NFT, l'utilisation que tu pouvais en avoir, l'utilité que tu pouvais en avoir. On a testé des choses, mais vraiment, on a mis hommes, femmes, enfants, NFT sur le site. Tu pouvais acheter des NFT sur le site elevenparis.com directement. Enfin, acheter le droit d'obtenir ton NFT. Et en fait, toujours pareil, comme la communication et le marketing, on teste, on apprend. Et donc, c'est un peu la force que je te parlais d'agilité, c'est que demain, tu veux, sur n'importe quelle marque, mettre le mot NFT en plus dans une catégorie, il y a des actionnaires qui vont te dire non, tu ne peux pas faire ça, c'est compliqué. Il faudrait passer par un apprentissage, essaye de le faire avec tes 2 copains, après on verra. Et donc, nous, on l'a fait, mais avec un objectif derrière qui était différent, c'est-à-dire on a créé notre propre crypto-actif. Donc, on s'était dit au départ, nous, on veut récompenser nos clients. On a des clients qui ont commandé, alors j'ai une cliente sur le digital, elle a commandé 35 fois en 18 mois sur le digital. C'est presque 2 fois, enfin, c'est colossal. C'est colossal. Moi-même, je ne m'imagine pas dans une marque commander autant. Et à chaque fois, on se pose la question de comment on va rewarder cette personne, comment on va récompenser cette personne-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui me dit que sur les 6 mois prochains, elle va revenir? Qu'est-ce qui me dit que la LTV qui m'est donnée par mon gentil Clavaillot est bonne, etc., etc. Et donc, en fait, on essaie de trouver un moyen de l'incentiver dans la réalisation de ce qu'elle a fait. Elle passe à la caisse, elle dépense chez toi 180 euros, 280 euros, mais à part le produit, elle n'a rien. Elle n'a rien qui la fait revenir. Cette histoire de points, de machin, elle n'a rien qui la fait revenir. Et donc, nous, on se dit qu'à partir du moment où tu crées de la valeur dans une marque, c'est intéressant que tu puisses détenir une partie de celle que tu viens de créer. Donc, tu vas, je dis une bêtise, dépenser 1400 euros pour un iPhone aujourd'hui chez Apple. Tu sors de chez Apple, on t'applaudit parce que tu viens de te faire cloquer 1400 euros l'iPhone, mais tu ressors qu'avec un iPhone. Alors oui, tu as acheté un produit, c'est comme ça que ça marche. Mais quand tu pousses un peu plus la réflexion, tu te dis, imagine qu'en sortant de chez Apple, je détenais aussi une action de chez Apple. Quelque chose qui m'incentive. Déjà, j'en parlerai à tout le monde autour de moi parce que plus de gens achèteront d'Apple, plus que je détiendrai prendra de la valeur. Et en plus de ça, je serai un client régulier qui va venir travailler ma répétition et mon repeat business. Et donc, tu ne peux pas le faire à travers des actions, mais tu peux le faire à travers un cryptoactif. Et donc, on a eu l'idée et la volonté d'aller vers ça. Donc, on a créé notre cryptoactif qui s'appelle le LVN. Et en fait, dès que tu as passé à la caisse, dans quelques mois, tu vas pouvoir obtenir, après chaque achat, en cashback, du LVN. Et donc, du LVN, ça sera le cryptoactif de la marque Eleven Paris, que tu pourras utiliser pour de la gamification sur l'application, pour débloquer des projets, pour débloquer des expériences, pour arriver, je dis une bêtise, à la soirée des 20 ans, tu veux y participer, il faut que tu aies tant de LVN, tu peux les envoyer, les recevoir. Tu auras une partie de la valeur que tu viens de créer. Donc, j'ai un chiffre d'affaires à faire cette année, les clients vont y participer. Donc, je dis une bêtise, souvent les directeurs des boîtes ou les associés détiennent des actions. Tu as beaucoup d'employés qui ont des BSPCE dans des boîtes, etc. C'est vrai que les grands oubliés de l'histoire, c'est les clients. Mais t'enlèves nos 40 000 clients annuels, il n'y a pas de business. Et eux, ils n'ont rien. C'est les grands oubliés de l'histoire. Donc, on veut arriver à les incentiver dans un partage de valeur à la hauteur de ce qu'ils auront fait chez nous. Donc, la cliente qui me fait 35 achats en 18 mois chez nous, elle, je serais content qu'elle détienne une partie de la valeur chez nous. Et qu'elle peut en parler autour d'elle, et plus qu'elle détient, prenne. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce cryptoactif, comme je te l'ai dit. Et ce sera en place dans quelques mois en boutique et sur Internet. Dès que tu passeras, automatiquement, tu engrangeras de la crypto que tu pourras soit payer avec, soit utiliser pour d'autres opérations, débloquer des expériences ou cash out sur ton portefeuille. Okay. Et aujourd'hui, c'est encore au stade, je suis en train de regarder le site du coup pour voir s'il y a l'onglet NFT, mais non, c'est encore au stade d'idée. Les NFT, c'était un projet à part. Le cryptoactif, c'est quelque chose qui est en développement déjà. Okay. Donc, c'est un cryptoactif qui est listé sur un exchange. Déjà, il y a déjà des investisseurs qui en ont acheté, qui nous ont fait confiance parce qu'on leur a dit, voilà, c'est une des premières marques au monde à le mettre en place. Bon, il y a pas mal de marques qui ont une taille colossale à côté de nous, qui ont la même démarche. Mais quand on l'a annoncé, nous, l'année dernière, pratiquement au mois de février-mars, on était un peu pris pour des ovnis parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient fait, voire pas du tout. Il y a Revolut qui l'a annoncé, qui va sortir son propre cryptoactif, qui ça va être le RevCoin. Tu vas dépenser avec ta carte, tu vas obtenir en cashback des Revolut tokens. Tu as Starbucks, dans leur programme Starbucks Odyssey aussi, qui est beaucoup là-dessus. Et tu as de plus en plus de marques avec qui on a parlé de ce qu'on est en train de faire et qui réfléchissent beaucoup. Okay. Ce côté partage de valeur avec les vrais clients, à la hauteur de ce qu'ils auront fait chez nous, commence à un peu rentrer dans la tête parce que tout le sujet de fidélité classique, de je paye une fois,
Tu vois, moi, j'ai eu une expérience très dégradante au Galeries Lafayette dans une marque un peu luxe, où j'ai payé quelque chose et on m'a dit, bah écoute, maintenant que tu t'es fait, entre guillemets, bien entubé, excuse-moi le terme, tu as 45 jours pour revenir et sur un second achat, je t'enlèverai 3% à partir de X centaines d'euros de dépenses. Et je me disais, si ça, c'est un programme de fidélité, on est perdu, quoi. Ça s'appelle tout sauf un programme de feed. Pourtant, c'est une ancienne dont je tairai le nom qui est colossale. Et je me dis, mais en fait, si au moment où je paye, on me dit, bah, sur la valeur que tu viens de créer, tu vas en détenir une partie, cette partie-là, en plus, elle est indexée sur leur business, sur le variable, machin, etc. Bah, dès que je reviens, j'en détiens encore un peu plus. Ça me permet d'avoir des expériences chez toi. Ça me permet d'avoir une partie à cash out si j'ai envie. Ça me permet de faire une remise sur mon prochain achat. Bah, là, je me sens un peu plus valorisé que si j'étais juste à revenir dans les 45 prochains jours, alors que je viens jamais chez toi et que je ne reviendrai pas avant les 2-3 prochaines années. Tu vois. Donc en fait, si je comprends bien, tu me dis si j'ai tort, c'est juste un programme de fidélité optimisé, quoi. Bah, en fait, c'est un programme de fidélité qui, selon moi, aligne les intérêts des clients et de la marque. Ouais, sauf que tu fais pas que dépenser, tu reçois aussi. Exactement. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a des success stories de marques qui l'ont mis en place et sur lesquelles ça fonctionne? C'est super nouveau. Ouais. J'ai parlé avec des marques de toute taille. J'ai parlé avec des responsables de Fnac, de Le Tanner, de showroom privé. J'ai parlé avec des grosses marques qui réfléchissent beaucoup. Beaucoup. Moi, je te tairai le truc, mais je pense que dans l'année, tu verras des premiers projets arriver comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, eux, ils vont avoir un intérêt. Parce que le cryptoactif, ils en détiennent une partie. Et parce que de plus en plus de monde en détient dans le monde. Enfin, là, je crois qu'on est à 400 millions dans le monde de honneurs de gens qui détiennent de la crypto-monnaie. Et en fait, bah, doucement, ça prend un peu plus de place. Alors, tout ce que tu entendras sur le bear market, le bull market, ça monte, ça descend, etc. Je ne parle pas des trucs spéculatifs. Je te parle vraiment, moi, de détenir une valeur de la marque avec un cryptoactif qui est indexé sur leur business. Si nous, on fait plus 39 que par rapport à l'année dernière sur le digital, il faut que avec le retail, machin, disons plus 25, j'en sais rien, il faut que mon cryptoactif, il ait pris au moins 25% aussi. Parce que tu bénéficies toi aussi de ce que je t'ai donné en termes de croissance, pour rejoindre ton sujet de croissance. Ok, donc c'est à la croisée en fait entre un programme de fidélité et des actions d'une boîte. Exactement. En fait, je veux pouvoir détenir une partie de la valeur que j'ai créée. Ok. Je prends souvent, je te dis un exemple, la marque Ami Paris. Il y a, je sais pas moi, 6-7 ans, tu dépensais 100 euros pour un t-shirt chez eux. Si j'avais obtenu une infime partie en token Ami à ce moment-là, versus le chiffre d'affaires qu'ils font aujourd'hui, j'aurais eu cette valeur qui valait au moins 10 fois plus aujourd'hui. Tu vois. Ah, donc tu as aussi une notion que tu es récompensé d'avoir cru tôt dans la marque. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est grâce à mon achat qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ok, ouais. À mon achat, plus celui des X milliers de personnes. C'est très crypto, décentralisation, enfin, c'est bien dans l'esprit. C'est très reward, ouais, exactement. Ok, parce que je me dis toujours, les gens doivent avancer une objection, c'est je me demande, en fait, pour que ça marche ce truc-là, il faut que tu aies une part significative de tes clients qui comprennent la crypto. Ouais, alors en fait l'axe de communication est très important. C'est pour ça qu'on travaille, nous, plus sur une notion de gamification de la fidélité, plutôt que de la détention de crypto. Donc en fait, tu payes un achat en ligne, tu payes un achat en boutique, tu as une application évidemment qui va te rewarder, machin, où tu vas voir tout ça, mais où tu vas débloquer des expériences pour la marque. Donc je te parle de TikTok par exemple. Imagine des gamins de 15-16 ans qui passent à la caisse et qui, avec leur 4e, 5e achat chez nous, vont pouvoir passer une journée avec nos TikTokers en termes d'expérience. Donc ils ont des points, ils les utilisent. En fait, c'est de la crypto pour eux, qu'ils le sachent et le sachent pas, c'est pas grave. Le sous-jacent derrière, c'est un sous-jacent réel qui vaut de l'argent, mais en réalité, ce qu'ils ont, c'est une expérience gamifiée chez nous avec le fait de pouvoir débloquer des expériences. Ok, donc ça veut dire que tu vas dépenser la crypto pour avoir ces trucs-là ? Ouais, exactement. Okay. Ah, donc c'est vraiment... ça peut devenir énorme. Enfin, le truc peut devenir... après c'est l'objectif. Hein. En fait, ce qu'on se disait, c'est quoi ? C'est que nous, je te donne un exemple, on a 22% de repeat business sur le digital uniquement. 22%, tu connais toutes les problématiques d'acquisition beaucoup mieux que moi. Tout ce qu'on dépense aujourd'hui pour faire de l'acquisition, on ne dépense pas grand-chose sur la fidélisation. Si je passe de 22 à 44 dans un monde fou, entre guillemets, tu sais, l'augmentation de chiffre que ça nous fait, c'est colossal. Sans avoir dépensé beaucoup d'argent. En fait, parce qu'on ne sait pas comment leur parler. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut leur donner. Et tu ne peux pas à chaque fois leur parler avec de la remise. On n'est pas là pour tuer notre marque. On est là pour leur dire, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui peut te plaire. Et comme tu achètes un état d'esprit, la gamification doit faire partie de l'état d'esprit. Le côté life is the joke doit se retrouver aussi dans la gamification, tu vois. Si tu veux partager une journée avec notre styliste, si tu veux partager une journée avec notre styliste à Londres pendant ses achats, si tu veux participer à la co-création d'un produit ou d'une ligne, t'imagines, toi, ton rêve, c'est d'être à un poste, machin, et tu vas pouvoir donner, je dis une bêtise,
le prochain trait qui va être mis sur ce t-shirt-là. En fait, c'est des expériences que l'argent ne peut pas acheter. C'est toujours ça le principe. C'est comment j'arrive à faire profiter des gens à travers des expériences que l'argent ne saurait acheter. Tu veux taper une balle avec Neymar, c'est impossible. Ça coûte... Mais en détenant du PSG token, c'est possible. Parce que ça marche déjà dans le sport, ce que je te dis là. Et c'est lourd d'implémentation, ça? C'est beaucoup de temps de réflexion, c'est beaucoup de... Après, c'est comme si je te disais, dans les années 2002-2003, tu vois Internet arriver, tu vois qu'il y a des photos qui mettent du temps à se charger. Toi, tu as des boutiques et tu te dis, putain, mes produits, ils sont là. Imagine, je les mets en ligne et des gens peuvent les acheter de chez eux, ce serait incroyable. Ouais, donc là, tu vois, ça comme c'est ça. un peu le même délire. Ouais. Parce que tu es sur un sujet qui est énorme, la fidélisation. Le Web3, on en parle beaucoup, mais on veut quand même des actionnables, un truc un peu actionnable, non pas du marketing, FOMO, machin, etc. Et là, tu as un actionnable possible. Alors pareil, sans pression, on y va, on teste et on délivre. Et on verra. Tu vois. Mais, Ok. mais on va aller au bout. T'as pensé à si ça fail, tu fais quoi? C'est le nombre de trucs que j'ai testés qui ont fail. C'est Bah, rien, le incroyable. truc d'après. Non, bah ouais, bah en fait, tu vois, on parlait d'influence, de machin, il y a plein de trucs qui ont fail, plein. Ouais. Mais je serais tellement déçu de ne pas avoir essayé. Mais non seulement je serais déçu, mais je sais que c'est un produit que moi j'utiliserais. J'adorerais aller chez une marque chez qui j'aime aller, qui me donne quelque chose en contrepartie, Ouais. qui n'est pas uniquement de l'euro parce que je m'en fous un petit peu qu'on me donne 2-3 euros suite à mon achat, mais qui me laisse vivre des expériences chez eux. Tu vois, j'adorerais ça. Et que ce soit la rencontre, je prenais la marque de Ami que j'aime beaucoup, que ce soit la rencontre du dirigeant, que ce soit une demi-journée avec lui, ou un café avec lui, ou bien des choses que l'argent ne pourra pas acheter. Alors oui, nous, c'est facile, un LinkedIn, machin, mais en réalité, des choses en tant que client qui te permettent d'y aller, qu'on puisse te dire, bah, pendant 20 minutes, tu as la boutique pour toi tout seul, ou que tu puisses emmener ta nana pendant 20 minutes avec toi dans la boutique dont elle rêve toute seule. Des choses vraiment qui peuvent être sympas et qu'une fois de plus, l'argent ne puisse pas acheter, tu vois. Donc chaque marque va avoir ses expériences à faire voir. Nous, en tant que marque un peu jeune, on en a à l'appel des expériences plutôt sympas pour les faire kiffer. On fait la soirée de nos 20 ans. Bah, il y a des gens qui veulent être sur la liste, forcément. Il n'y aura pas beaucoup de place, etc., etc. Écoute, mec, je te laisse ça pour la fin. Merci Wow. beaucoup, Ilan. C'était un régal. J'ai fait exprès de pas trop en parler parce que je peux rester 2 heures. Merci Non, à toi. Ça m'a donné plein d'idées, comme à chaque fois. De toute façon, à la fin des épisodes, j'ai envie de... Voilà, je pense que passer là, notre tu coup de vas... fil. Voilà. Au plaisir. Écoute, on va pouvoir s'arrêter là. Je te prends pas plus longtemps. Merci Je te laisse beaucoup. rentrer tranquille. Merci, c'est Au gentil. revoir à nos auditeurs. Je te remercie pour cet échange. Merci à toi. Très content de parler de TikTok. Surpris de pouvoir parler de Web3 et e-commerce en même temps. Donc, beaucoup de force à Eleven Paris. Merci de Plein de m'avoir reçu. réussite pour Top. ce programme. Quand est-ce qu'il sort d'ailleurs le programme Web3 là? Bah, je vais dire Q2, comme ça on n'est pas... Ok, bah, ça sera sortir normalement avant Q2, j'espère. On prie, merci les monteurs. Bon, allez, ciao. Merci, On se donne merci. rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Tchou, tchou.